Oradour, terre martyre, Oradour, terre de désespoir. Chaque rue, chaque maison, chaque pierre est un cri. Ô tristesse, en avançant dans ce village détruit, tu emplis mon cœur. Pourtant, en ce 10 juin 1944, Oradour, charmante bourgade de la Haute-Vienne, tu riais sous le soleil. Je ne vais pas trop mal en ce moment. Pour moi, c'est le soleil. Une femme d'Oradour portait sur elle ce message. Une lettre qu'elle devait poster le jour même de la tragédie. Je prends la ferme résolution de ne jamais faire de mal aux autres. Écrivait une petite victime de 11 ans sur son carnet d'écolier. Oui, Oradour, tu riais. Tu riais du rire joyeux de cette terre limousine, mollement étalée entre mer et mont, avec ses prairies vertes, ses oiseaux dans les arbres, lourds comme des prunes. Hélas, quelques heures ont suffi pour t'anéantir. Tu n'es plus que cendres et ruines tendant leurs bras décharnés vers un ciel nu. Mais ne nous semble-t-il pas entendre encore, comme en écho, la voix de tous ceux pris dans la tourmente de cet holocauste monstrueux, par celle des rescapés qui témoignent aujourd'hui? Le 10 juin 1944, il était environ 2 heures moins 5 ou moins 10, lorsque les Allemands sont arrivés sur la place. Étant réfractaire des chantiers de jeunesse, j'étais camouflé, ça faisait environ 3 mois. J'ai vu d'ici le rassemblement faire sur la place. Et alors là, mon père me dit, Paul, il faut partir d'ici parce qu'ils vont fouiller les maisons. Alors, je suis parti dans mon atelier. Étant menuisier, n'est-ce pas, j'avais des transmissions des courroies qui passaient dans des trappes. Mon père m'a mis là-dedans, où il m'a recouvert de copeaux pour que personne ne me voie. Mon frère qui était avec moi, il avait à ce moment 18 ans. Au bout d'un certain temps, mon père revient et me dit, est-ce que ça va? J'ai dit, Charles, il pleure, il va me faire ramasser. Alors il a pris mon frère et a dit, viens, puisque toi tu es en règle, tu vas sortir avec nous. Je n'ai plus revu mon frère, mais sûr, pas plus que mes parents. Au bout d'un certain temps, j'entendais des coups de feu, et puis alors, un ronflement, je me demandais ce qui se passait. J'ai levé légèrement la trappe, c'est là où j'ai aperçu toute la maison en flammes. Et là, mon premier instinct, ça a été vite d'aller sauver les papiers, ce qu'il pouvait y avoir chez nous de précieux ou de valeur. Mais là, j'ai reçu la première rafale de fusils mitrailleurs, de mitraillettes, quoi, par 2 petits jeunes qui paraissaient avoir environ 17 ans. Et il y avait juste une palissade qui nous séparait. Je suis rentré aussitôt à la première rafale dans l'atelier, une deuxième fois. J'ai profité du moment où ces 2 jeunes qui me surveillaient tournaient un peu le dos pour sortir de mon atelier, me cacher dans des grands choux. Et là, l'atelier s'est tout écrasé. Alors, il y en a un qui est venu jusqu'à la palissade, qui a dit capoute. Il a pensé sans doute que j'étais mort, quoi, que j'étais sous les décombres. J'ai attendu là un petit moment. Alors là, j'ai appelé un vieux voisin. J'ai dit, monsieur Lito, savez-vous où sont mes parents? Oh, il me dit, mon petit, tu sais, il ne faut plus les chercher, c'est tout tué, brûlé, c'est tout massacré. Alors je suis passé chez lui, où je me suis mis dans des scorsonnaires. Alors j'ai attendu là un petit moment, le temps qu'il ait fait une ronde pour voir s'il y avait des sentinelles alentour. Au bout d'un moment, il me dit, tu sais, je peux t'en aller, je vois personne. Mais enfin, il me dit, ça tire partout, il faut faire attention. Alors là, je passe d'un jardin à un autre, et je vais me mettre entre des ruches d'abeilles et une haie. Malgré les maisons qui s'écrasaient, qui donnaient pas mal de gerbes de flammes, j'ai réussi à gagner le cimetière, où je suis resté dans un caveau jusqu'à 5 heures du matin.
Et j'ai gagné le village, là, des Bordes, à 3 km, où j'ai retrouvé bien sûr mes anciens camarades, donc certains qui étaient blessés et tout. Alors le 10 juin 1944, n'est-ce pas, j'étais descendu voir mon copain et Brasse à Oradour, là, en plein milieu d'Oradour. Et alors à ce moment-là, comme on était en train de discuter, on entend un vomissement de moteur, 5 automitrailleuses monter en braquant leurs fusils mitrailleurs sur les gens du bourg, quoi. Et alors moi, à ce moment-là, n'est-ce pas, j'ai eu peur. Je pensais qu'ils venaient ramasser les jeunes d'Oradour. Quand ils ont été passés, je suis remonté chez nous. Et j'ai passé par le derrière du bourg pour essayer d'arriver chez nous sans qu'ils voient où j'allais. Je me suis camouflé dans le grenier, sous des planches, et j'ai attendu. Et au bout d'un moment, mes parents sont montés en disant il y a vérification de carte d'identité, il faut qu'on descende. J'avais une sœur qui avait 20 ans, et alors elle a demandé, et Mimi m'appelait Mimi, qu'est-ce qu'on en fait? Alors mon père a dit, ben ma foi, il n'y a qu'à le laisser, on verra bien. Alors là, ils sont partis. J'ai regardé par le vasistas, tout était cerné, impossible de partir. Comme j'arrivais sur la toiture, alors là, il y a un groupe d'Allemands qui est rentré à la maison. Ils ont fouillé partout. Ils ont renversé la cuisinière, les meubles, ils ont tout écrasé, tout fouillé. On aurait écrit de véritables sauvages, quoi, écrit souvent la même chose, mais un nom que je ne peux pas me rappeler. Se tirer de partout, partout, c'était une véritable mitraillade, quoi. Impossible toujours de partir, il y avait fusil mitrailleur devant, fusil mitrailleur par derrière, et impossible de sortir. Les maisons commençaient à brûler. Chez nous, j'ai encore eu de la chance, n'est-ce pas? Parce que ça ne brûlait pas comme... ça brûlait beaucoup moins vite qu'ailleurs. Et alors, s'il passait un moment, les Allemands sont redescendus vers le bourg, quoi, où tout brûlait. Il y avait de la fumée partout, et pompé de l'eau. J'ai éteint le feu chez nous. J'ai sorti du linge, des draps, j'ai sorti tout un tas de trucs. Et là, je suis parti. Je suis parti en haut du bourg, n'est-ce pas? Et je me trouve des gens qui étaient là-haut. Alors, je dis, je redescends, je vais essayer de sauver quelque chose, parce que j'ai dit, il y en a qui auront besoin de draps ou de quelque chose. Alors, je reviens chez nous, je ressors encore pas mal de choses. J'ai aperçu les Allemands qui remontaient. J'avais chargé encore une brouette que je transportais de l'autre côté dans une espèce de recoin, quoi. Et ils ont tiré une rafale de mitraillettes sur moi, ou de mitrailleuses, je ne peux pas vous dire exactement. Puis j'ai entendu les balles. Et alors, je fais peut-être 50 mètres de plus, je trouve une vieille dame, Madame Ducharlet de la Valade, qui descendait voir ses petits enfants, n'est-ce pas, où ils étaient passés. Elle s'est mise à pleurer. Je lui ai dit, descendez pas, ils remontent, ils viennent de tirer sur moi. Elle a dit à moi, ils ne veulent rien me faire. Là, elle fait peut-être 20 mètres de plus. Et alors là, ils l'ont tué justement d'où je sortais. J'ai regagné la campagne, il était peut-être 7h30 le soir. Ça s'est terminé comme ça. Après, vous savez, on ne pensait plus à... On ne savait même pas ce qu'on faisait, quoi. On était traqués, on avait peur de tout ce qui remuait, on passait des nuits, c'était épouvantable. Le 10 juin 1944, j'étais à Oradour, c'était un samedi, en congé, chez mes parents. Vers 2h de l'après-midi, les Allemands sont arrivés avec des voitures blindées. J'avais un camarade, M. Brissot, que vous venez de voir à l'instant, qui était avec moi. On a eu peur, mais enfin, pas plus que ça. Tout au moins moi, j'avais l'habitude de travailler à Limoges, de les voir assez couramment. Je suppose qu'ils ont laissé des hommes pour cerner le village et ils sont redescendus pour nous faire aller sur la place du champ de foire. Là, j'étais au rassemblement avec ma mère et 2 sœurs. Et parmi les Allemands qui étaient sur le champ de foire, il y en avait beaucoup de jeunes. On voit un qui sortait d'une maison avec une boîte de sucre. D'ailleurs, le même, je l'ai retrouvé dans la grange où ils m'ont mitraillé. Et il mangeait le sucre à poignée. Monsieur Compin, le pâtissier, dit à cet Allemand qui était vraiment petit, son fusil dépassait son casque. Je lui donnais peut-être 14 ou 15 ans. Il a dit, est-ce que je peux aller voir mes gâteaux qui vont brûler? Que l'Allemand lui a répondu en français, pas en bon français, mais il lui a répondu en français, vous inquiétez pas, on s'occupera de vos gâteaux. Ils ont séparé du groupe les femmes et les enfants. Environ à l'âge de 14 ans, les enfants allaient avec les mères. Au-dessus, on considérait que c'était des hommes. Moi, j'avais 19 ans, je suis allé dans le groupe des hommes. Ils ont fait partir les femmes d'abord. Nous, les hommes, on nous a mis sur la place, face au mur, en rang par 3. Là, je avoue que j'ai eu peur. Ils ont demandé aux mères de désigner des otages. Et je l'ai très bien entendu dire, j'ai mes enfants et moi-même, je n'ai personne à désigner de plus. Ils nous ont dit, il y a un dépôt de munitions, ce qui était faux parce qu'ils n'ont rien cherché du tout. On a tous été plus ou moins surpris. Vous savez, quand on habite un village comme moi où je suis né, et où on connaît tout le monde et toutes les maisons une par une, vraiment on était sûr qu'il n'y avait pas de dépôt de munitions.
Il y a plusieurs personnes qui ont dit, moi j'ai gardé mon fusil de chasse, l'autre a dit j'ai une carabine. Ils nous ont dit non, ça ne nous intéresse pas. Parce que j'ai oublié de vous dire, il y avait un interprète quand même qui parlait très bien le français, qui nous posait ces questions. Puis ils nous ont dirigés vers le centre du bourg. J'ai des camarades qui sont tournés vers la droite, j'ignorais où ils allaient. Et alors nous, on est partis de dernier. Alors on a été faire un détour et on est revenu dans le hangar Lodi. Il y avait une charrette, ils nous l'ont fait enlever. Puis après ils ont pris un balai, ils ont bien nettoyé l'emplacement et ils ont mis en batterie 2 fusils mitrailleurs. On était tous les jeunes ensemble, on ne s'inquiétait pas, c'est pas le mot. Mais enfin, on ne pensait pas à ce qui allait nous arriver. Ce qui nous intéressait, c'était le football, le match du lendemain. Et à ce moment-là, il y a eu une très forte détonation dans le bourg. Et on nous a fait lever, parce qu'on était assis, il y avait du foin, il y avait un petit peu de tout, on nous a fait lever, que tout le monde soit debout. Et à ce moment-là, j'avais un camarade qui était alsacien, qui comprenait l'allemand, qui était juste à côté de moi, et qui m'a dit « Attention, il tire ». Il n'a même pas fini sa phrase. Et à ce moment-là, on a tiré sur nous plusieurs rafales de fusils mitrailleurs. Et quand ils ont eu tiré, ils ont fait le tour des cadavres, puis ils ont achevé tout ce qu'ils voyaient remuer. Ils tiraient à coups de revolver ou à coups de mitraillette, ils tiraient dans le tas, quoi. J'ai été blessé. C'est en achevant de mes camarades qui avaient sa tête sur ma jambe. Ils lui ont tiré une balle de revolver dans la tête, m'a touché à la jambe. Après, ils nous ont couverts de foin, de fagots, tout ce qu'il y avait dans la grange. À ce moment-là, je pense qu'ils sont partis, parce qu'on est bien resté difficile à évoluer dans des cas pareils, mais ça a été long, il me semble un bon quart d'heure. On ne les entendait absolument pas. J'ai entendu un poste radio qui marchait, qu'ils avaient mis très fort dans une maison à côté. Tout le monde était blessé, mais je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de morts, parce qu'ils nous ont tiré très bas. À ce moment-là, ils ont mis le feu. Quand ça me chauffait vraiment, ça m'avait brûlé tous les cheveux, ça m'avait brûlé le bras gauche. À ce moment-là, j'ai pris la décision de partir. J'ai préféré me faire tuer d'une balle que de mourir par le feu. Monsieur Bory, qui était valide, qui a fait une brèche dans le mur de cette grange, ce qui nous a permis de passer dans une deuxième grange où il y avait de la paille. Et au moment où on arrivait, les Allemands ont ouvert la porte. Moi, j'ai eu le temps de m'étendre sur une pile de fagots. Ils ont pris l'échelle qui était à côté de ce tas de fagots. L'Allemand est monté. Si j'avais tendu mon bras, je lui touchais son casque. J'ai eu la chance qu'il ne se retourne pas de mon côté. Il avait sa mitraillette en bandoulière. Il a craqué 2 allumettes pour mettre le feu où étaient mes camarades, c'est-à-dire Dartout. Non, oui, il y avait Dartout, Roby et Broussaudier qui étaient dessous le tas de haricots, quoi, de saleté. Ils ont tiré dans le toit des balles incendiaires. La grange a pris feu tout de suite. Et ils sont partis. Et après, quand on a pu sortir, on a pris des clapiers à côté. Où Dartout souffrait vraiment. Il était à ce moment-là déjà 6h30 ou 7h. Et alors là, il a fallu prendre une décision. C'était de traverser la place. De l'autre côté, il y avait une petite porte qui rentrait dans un jardin. Mais devant cette porte, on avait des branches pour faire des fûts. Il y en avait bien 2 mètres ou 2,50 mètres. Alors il fallait qu'on escalade, ce qui nous retardait, surtout pour ceux qui étaient blessés. Et avec Dartout, on est restés les 2 derniers dans le clapier. Il avait énormément de fièvre, je lui ai donné à boire l'eau des poussins avec mon bouchoir que j'avais trempé dedans. Et moi je suis parti après, je lui ai dit au revoir et je suis parti l'avant-dernier donc. Et Dartout m'a suivi tout de suite après, il a réussi à traverser et puis il est resté dans le jardin derrière où il a passé la nuit lui. Nous étions au domaine avec ma famille. Le temps était mauvais ce jour-là, c'est pour ça qu'on nous a trouvés à la maison. Et quand nous avons vu monter les chars, mon mari a connu que c'était les Allemands. Il dit, si vous me croyez, nous ferions bien de partir, de nous tirer de là. Puis personne n'a bougé. Personne n'a bougé. Et entre-temps, il y avait des militaires qui s'étaient détachés et qui sont venus à travers champs et qui nous ont pris à la maison. En nous disant, tous, place du marché. Et en effet, il a fallu se rendre ici sur ce champ de foire. Je n'ai pas besoin de vous dire l'émotion qu'on a eue et la peur. Et après une longue attente, on nous a séparés, les hommes des femmes. Nous avons été conduits à l'église et les hommes ont été mis dans les granges. Le moment le plus pénible, c'est quand il a fallu se séparer. Mon fils ne pouvait pas me lâcher de mon cou. Les petites, c'était pareil.
On avait conduit les enfants des écoles jusqu'ici, entourés de leurs maîtres. Évidemment, certains avaient leur maman, mais ceux des villages ne l'avaient pas. Alors tout le monde est parti encadré avec les Allemands. Oh, je fus comme fou dans le premier moment, hélas, et je pleurai 3 jours amèrement. Vous tous à qui Dieu prit votre chère espérance, Père, Mère, dont l'âme a souffert ma souffrance, tout ce que j'éprouvais, l'avez-vous éprouvé? Je voulais me briser le front sur le pavé, puis je me révoltais, et par moments terribles, je fixais mes regards sur cette chose horrible, et je n'y croyais pas, et je m'écriais, non, est-ce que Dieu permet de ces malheurs sans nom, qui font que dans le cœur le désespoir se lève? Il me semblait que tout n'était qu'un affreux rêve, qu'elle ne pouvait pas m'avoir ainsi quitté, que je l'entendais rire en la chambre à côté, que c'était impossible enfin qu'elle fût morte, et que j'allais la voir entrer par cette porte. Oh, que de fois j'ai dit « Silence, elle a parlé. Tenez, voici le bruit de sa main sur la clé. Attendez, elle vient. Laissez-moi que j'écoute, car elle est quelque part dans la maison, sans doute. » Elle avait pris ce pli dans son âge enfantin de venir dans ma chambre un peu chaque matin. Je l'attendais ainsi qu'un rayon qu'on espère. Elle entrait et disait « Bonjour mon petit père ». Prenait ma plume, ouvrait mes livres, s'asseyait sur mon lit, dérangeait mes papiers et riait. Puis soudain, s'en allait comme un oiseau qui passe. Alors, je reprenais la tête un peu moins lasse, mon œuvre interrompue, et tout en écrivant, parmi mes manuscrits, je rencontrais souvent quelque arabesque folle et qu'elle avait tracée, et maintes pages blanches entre ses mains froissées, où je ne sais comment venaient mes plus doux vers. Elle aimait Dieu, les fleurs, les astres, les prés verts, et c'était un esprit avant d'être une femme. Son regard reflétait la clarté de son âme. Elle me consultait sur tout, à tout moment. Oh, que de soirs d'hiver radieux et charmants, passés à raisonner langue, histoire et grammaire, mes 4 enfants groupés sur mes genoux, leur mère tout près, quelques amis causant au coin du feu. J'appelais cette vie être content de peu. Et dire qu'elle est morte, hélas, que Dieu m'assiste. Je n'étais jamais gai quand je la sentais triste. J'étais morne au milieu du bal le plus joyeux, si j'avais en partant vu quelque ombre en ses yeux.
arrivé dans cette église, on avait déposé une caisse sur 2 chaises, d'où sortaient des cordons. Évidemment, tout le monde se demandait ce qui allait nous arriver. Moi, j'ai dit à une personne des Brogères, j'ai dit, vous voyez ça, j'ai dit, c'est une bombe. Nous allons tous sauter avec l'église. Oh, elle me dit, ne parlez pas de ça. Et le fait est. Cette boîte a explosé, on ne s'est plus vu, ça nous a étouffés, les gens c'est tout noir. Nous nous sommes réfugiés dans la sacristie avec mes filles. Ma fille aînée avait perdu son petit bébé. Elle l'a retrouvé, mais je ne sais pas s'il était mort ou vivant. Et au dernier moment, le plancher a craqué de la sacristie. À ce moment-là, moi je suis sortie et en sortant, je me suis cachée derrière le maître-autel. Et c'est de là que j'ai sauté par la fenêtre. Mais ma fille la plus jeune était tuée d'une balle venant de dehors. Quant à l'autre, l'aînée, elle a dû brûler vive. Alors évidemment, j'ai couru dans ce jardin. En arrivant dans ce jardin, j'ai été mitraillée. J'ai tombé et puis on m'a laissée, pensant sans doute que j'étais morte. Ce n'est que dans la nuit que je pensais partir, mais la nuit était tellement éclairée par les incendies. Il y avait un militaire qui faisait de la moto de M. Avril, là. Il a roulé tant qu'il a pu, qu'il y a eu de l'essence. Et après, il l'a jeté dans la glane. Le lendemain, au petit jour, je pensais m'en aller, mais je n'ai pas pu me redresser. J'avais eu les cymbales de la mitraillette. J'ai eu la cuisse traversée, l'omoplate fendue en 2, les 2 jambes mitraillées. Donc, je suis restée là en attendant du secours. Et ce n'est que le dimanche, vers le soir, que j'ai entendu marcher. J'ai appelé au secours. Ces gens se sont arrêtés et j'ai retourné appeler comme ça 3 fois au secours, en disant je suis dans les petits pois. Et on m'a trouvé. C'était 2 métayers de Madame la Vicomtesse de Saint-Menam qui sont allés chercher une brouette pour me mettre dedans et qui m'ont conduit au château de la Plose et j'ai reçu les premiers soins. Tout est consommé. Oradour n'est plus. Le feu partout tente d'effacer l'indélébile crime. Mais comme dans la chair et dans le sang, dans la pierre et dans la terre, à jamais est inscrit l'immense, l'inoubliable forfait. Objet, dérisoire témoin de tant de souffrances. Ton lot est bien léger pour 642 victimes.
Oui, Oradour. Il convient d'honorer ton souvenir par respect pour tant d'innocentes victimes. Vous, morts d'Oradour, vous êtes des bâtisseurs aux côtés des vivants. Dans votre sacrifice ont germé à nouveau la paix, la douceur de vivre. Et aujourd'hui, après tant d'années, sur un mur de votre cité meurtrie, accrochée aux pierres disjointes, une vigne, témoin de tant d'exactions, donne encore comme par le passé ses fruits dorés de lumière, gorgés de soleil, comme le symbole d'une terre qui ne veut et ne peut pas mourir.